aux nouvelles nationales d'APTN. Le ministre de l'Environnement du Québec déplore le décret fédéral de la protection des caribous qui mettrait en péril l'économie au Québec. Et le directeur des ressources naturelles du Lac-Simon avance que les Premières Nations ont déjà dû beaucoup sacrifier. It's not safe! It's not safe! Un bateau du ministère des Pêches et des Océans rentre en collision avec un bateau Mi'kmaq. En entrevue, le protecteur du citoyen Marc-André Dowd sur la protection de la jeunesse en milieu autochtone. Koué, bonjour. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La bataille publique entre Ottawa et le gouvernement de la CAQ au sujet de la gestion des caribous forestiers du Québec s'est poursuivie la semaine dernière avec une conférence de presse du ministre de l'Environnement du Québec. J'ai demandé à Ronald Brazeau, directeur des ressources naturelles de la communauté Anishinaabe du Lac-Simon, de donner sa réponse. Voici donc ce que j'ai préparé pour vous. Le ministre Charette s'est adressé aux journalistes après avoir rendu visite aux députés de l'opposition. Il était là pour exprimer ses préoccupations concernant le décret du ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, visant à obliger le Québec à protéger le caribou des bois. Selon Charette, la gestion des caribous est l'une des questions les plus compliquées pour son bureau. Son habitat naturel s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés dans des régions qui ont des réalités très différentes. Charette rejette totalement l'intervention fédérale dans ce dossier, qu'il qualifie d'arrogante. Il a déclaré que le décret fédéral de la protection du caribou menace la survie économique des régions qui dépendent de la foresterie. Parce qu'on parle de surcroît, par hasard, des régions les plus dévitalisées au Québec. Donc, non seulement on menace des emplois, mais on s'attaque à des régions qui sont déjà extrêmement pénalisées. Reconnaissant que les mesures de protection du caribou ne concerneraient que 4 % de l'industrie forestière du Québec, Charette a souligné que ces 4 % seraient concentrés dans des régions spécifiques. Si on parle de la Côte-Nord, si on parle du village de Sacré-Cœur, c'est près de 60 % par exemple, de la capacité forestière qui serait menacée. Le ministre a exprimé son mécontentement quant au fait que son gouvernement a été chargé de la responsabilité d'un problème qui s'aggrave depuis des années. C'est une espèce qui est en décroissance depuis non pas 4 ans, non pas depuis 6 ans, mais bien depuis des décennies. C'est documenté, c'est connu. Cette décroissance-là a été initiée il y a plusieurs années de ça, et nous sommes le premier gouvernement qui essaie de renverser cette tendance-là. De comprendre une Première Nation versus que le monde n'arrive pas à savoir pourquoi vous tenez tant à un animal. Ben, c'est un animal qui nous a sauvés. T'sais. Ronald Brazeau est le directeur adjoint au département des ressources naturelles de la communauté Anishinaabe du Lac-Simon. Il affirme que cela fait plusieurs années que les Premières Nations sonnent l'alarme sur le caribou. Il explique également que l'étape gouvernementale la plus urgente n'a toujours pas été complétée. Ça fait 6 ans qu'on attend la stratégie. T'sais. Tu veux faire quelque chose vraiment de simple, commence donc par sortir la stratégie. Puis va t'asseoir sur la table au fédéral, puis entendez-vous. En ce moment, ils reçoivent de l'argent par le provincial, par le fédéral. Puis là, ils vont dire que c'est pas assez. Pas assez, ouais. Pas assez que tu n'as pas assez fait aussi. T'sais. Brazeau rejette les arguments de Charette sur l'économie. Ton excuse n'est pas valable pour nous autres. Combien d'argent ils ont fait au détriment des Premières Nations puis au détriment de la biodiversité? Là. Selon lui, l'économie de la protection du caribou n'est qu'une question de réorientation des ressources humaines. Il met des programmes pour financer les personnes-là à changer de vocation temporairement. Le caribou est au cœur de la culture et des traditions des Premières Nations et des Inuits sur une grande partie du territoire du Québec. Pour Brazeau, la menace d'extinction du caribou reflète la menace de disparition des traditions autochtones. C'est une atteinte aux droits. On perd la langue, on perd la culture, on perd tout. Emblématique des Premières Nations, le caribou fait également partie de l'histoire du territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada. Et tout le monde dit qu'un trantou, c'est un orignal. Non, c'est un caribou. Là. Avant d'éteindre un caribou, il va falloir qu'il éteigne le trantou. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une inauguration a eu lieu lundi dernier au Musée de l'Histoire à Gatineau.
La cérémonie a marqué l'installation d'un monument de 18 pieds commémorant les enfants ayant subi les pensionnats indiens. Annette Francis s'est entretenue avec l'artiste. Ce monument est l'œuvre du maître sculpteur Stanley Hunt. I wanted people to be able to come and be able to physically touch the monument, physically hold it and feel that what it's meant to do is feel the spirits of our children. Il s'agit d'une dédicace à tous les enfants qui ne sont pas rentrés chez eux après avoir été placés dans des pensionnats. L'inspiration est venue en travaillant avec son ami et collègue sculpteur Ray Dickey, après qu'ils ont entendu la nouvelle de la découverte de 215 tombes anonymes dans l'ancien pensionnat indien de Kamloops. After talking, Ray just said, could we do something for the children? He was asking me as an artist, could I think of something, how do you honor or something like what happened? So I had lots of time to think about it, and I said, yes, I can. But, it's going to take a year or so. Cela a pris 1 an et c'est le projet qu'il a conçu. So in our culture, the creator is the raven, and he's also the trickster. But if you look closely at this raven, he's cradling the seed of life in his mouth, in his beak. And the way he's looking at this monument, he's looking straight down the center of the monument. And what we see upside down, the raven sees it right side up. And he's going to help us understand this and help us find these children and help them bring their spirits home is what I'm hoping happens. It's painted black, white, it's blackwashed because of the dark history that it's marking. There were some very bad decisions made back then. But then it's painted orange for our Every Child Matters movement that's happening. Après avoir été soigneusement chargé sur un camion, le monument a été transporté de Prince Rupert à Gatineau, un processus qui a duré 2 mois. Lorsque Hunt l'a vu debout pour la première fois, il était ému. I'm really honored for them to have taken it this far and give it this beautiful space that we're in. And, it starts its work after Monday when the public's going to be able to come in and see it. L'inauguration a eu lieu lundi dernier, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Gatineau. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, ou le CNVR, a ajouté 400 noms supplémentaires à son registre des enfants ayant perdu la vie dans les pensionnats indiens. Le Centre a fait cette annonce sur la colline parlementaire la semaine dernière devant des centaines de participants à la Journée nationale de la vérité et la réconciliation. Plus de 4000 noms d'élèves de plus de 140 pensionnats sont maintenant inscrits sur cette liste. Stéphanie Scott, directrice exécutive du CNVR, a déclaré que le Centre s'efforce constamment de recueillir tous les noms. Scott indique qu'il a été difficile de trouver du financement pour soutenir la recherche. On estime que 6 000 sont morts dans ces pensionnats, mais les experts affirment que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Après cette courte pause, un bateau du département de la pêche rentre en collision avec un bateau de pêche Mi'kmaq dans les eaux au large de la côte de la Nouvelle-Écosse. Soyez là! Bienvenue. Les rencontres entre les pêcheurs Mi'kmaq et les agents du ministère de la Pêche et des Océans sont souvent tendues. Un exemple de cette tension a été filmé la semaine dernière en Nouvelle-Écosse. Comme le rapporte Angel Moore, un bateau Mi'kmaq est entré en collision avec un bateau du ministère des Pêches et des Océans. It's not safe! It's not safe! La pêcheuse Mi'kmaq Shaquest Miller prend la parole. Elle filme un agent du ministère de la Pêche et des Océans qui tente de monter à bord de son bateau dans les eaux du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
un Zodiac de la MPO encercle le bateau de Miller et entre en collision avec lui, causant des dommages. What's going on? Holy shit! You just did that to my boat! Pendant l'instant, le Zodiac se coince partiellement sur la coque. It happened so quick, it was scary. Like, I honestly thought I was going to sink. I thought I was going to die. Like, the whole rail came into the boat. So I was afraid I was going to sink. Miller est membre de la Première Nation Acadia et propriétaire du bateau, appelé Ebony Mary. Son équipage pêchait le homard avec des étiquettes autorisées par Acadia. Miller ne sait pas pourquoi les agents de pêche sont montés à bord de son bateau. When they came on my vessel, they did not have any lights, no sirens. They didn't come over the radio to say slow down, to stop. They just ran me as hard as they could for no reason at all. And then came on my vessel looking at everything they could, trying to find something wrong, and they couldn't because I didn't do anything wrong. Les officiers ont vérifié la prise de Miller et ont déclaré que son bateau sera réparé. Whatever needs to be fixed, will get fixed. So Thank you, I appreciate it, but you also know that it needs to be fixed within 14 days. Yes. Yeah. I have till October 4th. Miller a besoin que son bateau soit réparé avant le 4 octobre pour préparer la saison de pêche de sa communauté. I'm still in shock. I'm actually scared. Like if I don't get my boat fixed, like I don't know how I'm going to pay my bills. I don't know how I'm supposed to fish my moderate livelihood. I don't know how I'm going to take care of my kids. La GRC a déclaré que l'enquête sur la collision était terminée et qu'aucune infraction pénale n'avait été commise, car la MPO était dans l'exercice de ses fonctions. Le ministère de la Pêche et des Océans a déclaré que les agents tentaient de monter à bord du bateau de Miller pour vérifier la conformité à la loi sur la pêche. Le MPO déclare que le bateau de Miller a échappé à cette tentative d'arraisonnement, ce qui a entraîné la collision. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Se retrouver à l'hôpital avec son enfant est angoissant pour tout parent. Mais pour une mère saskatchouanaise, c'est la vie de tous les jours. Rachel May s'est entretenue avec Crimson Standing Ready sur les défis que représente la navigation dans le système hospitalier pour une mère autochtone. He just never seemed sick, never had a fever, he seemed fine, and he's always a very happy baby, like, doesn't ever fuss or cry. Âgé de 3 mois, Atlas, le fils de Crimson Standing Ready, a passé la majeure partie de sa vie à l'hôpital. Il a dû être nourri par sonde en raison d'un excès de mucus à la naissance, qui rendait la respiration et l'alimentation difficiles. Depuis, il a lutté contre des infections sanguines et des problèmes pulmonaires. Au début du mois de juillet, la famille a pu rentrer chez elle à Fort Capel. Mais à la fin du mois, Standing Ready a remarqué que son fils respirait mal et l'a emmené à l'hôpital général de Regina. Sent us home, and then I remember specifically when I was speaking to the emergency doctor at Regina General, he asked me a question, and he asked me, "What do you think we'll do?" And I just, at that point, I was like, okay, they're not going to help me. Après avoir été renvoyée chez elle, Crimson s'est fiée à son instinct. Elle a conduit son fils à 2h30 vers le nord, à l'hôpital pour enfants Jim Patterson de Saskatoon. Là, les médecins lui ont annoncé qu'Atlas souffrait d'une pneumonie. I always think, like, what if we just never came to the children's hospital and we actually just listened to the emergency doctor thinking he was fine? Because it just kept saying he has acid reflux, it's acid reflux. And like, okay, well, but why is he coughing? Like, why is he still choking on his feeds when he has a feeding tube in? La famille se trouve toujours à l'hôpital pour enfants, mais Standing Ready estime qu'elle bénéficie désormais d'un meilleur soutien. They also have, like, First Nations health educators. And she actually just came to see me yesterday or 2 days before that, or 2 days before. And she said that I was telling her about what was going on and like what Regina, when they turned us away. And she was like, you know, we have like health educators at Regina as well. And they help you, they're there to help you advocate for your child. Pour sa part, l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, qui supervise tous les hôpitaux de la province, n'a pas abordé la question des niveaux contrastés de soins pour Atlas. Dans une déclaration envoyée par courriel à APTN, l'organisation a déclaré qu'elle s'efforce de créer une culture inclusive, fondée sur nos valeurs de sécurité, de responsabilité, de respect, de collaboration et de compassion, sur la base d'une philosophie de soins centrée sur le patient et la famille. Une femme de la nation Cree de Fox Lake, dans le nord du Manitoba, vient de lancer un livre de ressources pour l'apprentissage par l'immersion de la langue Muskegon en salle de classe.
Elle a eu l'idée à l'aide d'un conférencier Anishinaabe-Mohin bien connu qui enseigne également à l'Université du Manitoba. Pour en savoir plus, voici Tiara Whittle. Ewuskinosu, c'est Ininomowen ou cri des marais pour Go Fish. Les pratiquants de la langue jouent aux cartes pour s'exercer. Ce n'est qu'un exemple interactif de la façon d'enseigner l'Ininomowen en classe. These games that we're using, there's a lot of laughter around them. There's competition. Pat Ninjawanse est une locutrice Anishinaabe-Mohin bien connue qui a publié 17 livres en langue Ojibwe avec son entreprise Mazanate Inc. Elle vient d'aider Charissa No à rédiger un manuel d'immersion appelé Pikisketan qui signifie « Parlons-en ». I wanted Pat's book to be translated into Inanimoan because we don't really have that. And when I started off as a learner, there was really no resources for me to learn off of. I had Pocket Cree, and then I had online dictionaries in Y dialect, but nothing really went over those complex grammar patterns and verb conjugations and stuff that happens in the language. So I learned a lot from my Anishinaabe-Mohin learning friends. No explique que l'idée du livre est née d'une blague qu'elle a faite à Ninjawanse lors d'une conférence sur les langues. Had survival phrases and games, and the language in it was great. The dialogues, I just thought it was fantastic, and I was like, I need this in Inanimoan. So I was bugging her at the conference. I was like, Pat, like, I need it in Inanimoan. And I didn't think anything of it. And then I got an email a few weeks later from her saying, okay, do it then. Ce guide des ressources a vu le jour. Nous dit qu'elle a appris la langue indirectement parce qu'elle a grandi en l'écrivant et en la lisant à l'école, mais ne la parlait pas. Elle a effectué elle-même une grande partie de la traduction, puis a fait appel à sa grand-mère et à sa mère. There's a lot of like dialogues and the teachings and those encouragement phrases that, you know, second language learners, we don't hear a lot naturally. Ninjawanse dit que c'est l'implication des familles et des communautés qui est le moteur de mouvement pour le maintien de la langue. I hope it happens again. I would like to see Dakota Immersion Handbook. That's the next thing I would like to see. They're losing their language. Ce livre d'immersion en langue cri comprend 2 mois de plans de leçons et d'activités pour un apprentissage interactif. Un reportage de Tiara Whittle, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Au retour de cette courte pause, un entretien avec le protecteur du citoyen Marc-André Dowd sur les progrès et les échecs du Québec dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vient. Soyez là. Bienvenue. Cela fait 5 ans que le rapport de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, où la commission Vient, a été déposé. Le protecteur du citoyen Marc-André Dowd a annoncé cette semaine un rapport sur la protection de la jeunesse en milieu autochtone. Je me suis entretenue avec M. Dowd pour lui demander pourquoi faire un rapport sur cette thématique. Voici notre conversation. Oui, bonjour, M. Dowd. Merci d'être Nouvelle nationale d'APTN. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Donc, pour commencer, vous avez récemment annoncé qu'il allait y avoir un rapport pour la protection de l'enfance. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de sortir un rapport comme ça en ce moment? Mais en fait, ça s'inscrit dans nos travaux de suivi de la Commission Vient. Il y a eu le rapport de la Commission Vient qui a conclu une présence de discrimination systémique dans les services publics qui étaient offerts aux Premières Nations et aux Inuits dans 5 secteurs d'activité, dont la protection de la jeunesse. Alors, il y a à peu près 1 an maintenant, on a rendu public notre premier rapport de suivi. On faisait état du suivi des 142 appels à l'action. Et là, on s'est dit, pour le 2e rapport du suivi, on va regarder un suivi plus thématique pour pouvoir aller plus en profondeur. Puis, en travaillant avec des partenaires du cercle consultatif, parce qu'on travaille avec un cercle consultatif avec des représentants de 7 organismes des Premières Nations et Inuits, le consensus s'est fait autour du fait que la priorité, ça devait être la protection de la jeunesse en contexte autochtone. Et ça, tous les partenaires étaient de cet avis-là. Puis, c'était notre analyse aux protecteurs du citoyen aussi. Et comment est-ce que la résistance du Québec face à la loi C-92, ça a influencé comment est-ce que les
les droits des enfants ont été affectés ici au Québec? Alors, il est évident que, dû au litige qu'il y a eu entre le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, concernant la constitutionnalité de la loi C-92, il y a eu un blocage pendant quelques années. Donc, les partis sont campés sur leur position. Maintenant, il y a une décision de la Cour suprême qui est venue reconnaître le droit des Premières Nations à l'autodétermination de leurs services en protection de la jeunesse. Alors, on espère un déblocage à partir de maintenant. On sent un déblocage déjà. Et donc, une fois que la Cour suprême a statué le droit, mais on va travailler avec le ministère de la Santé, avec les partenaires des Premières Nations, avec tous les organismes concernés au Québec, les établissements du réseau de la protection de la jeunesse, pour faire avancer les services aux Premières Nations et aux Inuits dans le respect de leurs droits, dans le respect de leur autodétermination. Et en parlant de déblocage, donc, est-ce qu'il y a eu des progrès significatifs depuis la dernière sortie du rapport? Je sais il y avait plusieurs choses à travailler sur. Pardon, là, c'est de l'anglicisme, mais bon. Donc. Bien, on remarque qu'il y a quand même eu des initiatives. Puis ça, on le reconnaissait déjà dans le premier rapport de suivi, qu'il y avait des initiatives qui étaient faites, qui étaient annoncées. Depuis, il y a eu des nouvelles initiatives en matière de logement, par exemple, au Nunavik à Montréal, en matière d'accès à Internet au Nunavik, c'est un autre exemple. Donc, il y a des initiatives, il y a des progrès, mais on revient sur la nécessité d'un plan global. C'est ce qu'il faut. Ce qu'on a dit, c'est que pour s'assurer que tous les appels à l'action de la Commission vient avancent, sont suivis, bien, ça prend un plan global gouvernemental, puis ça prend aussi l'idée de la co-construction avec les Premières Nations et Inuits, c'est-à-dire que quand on développe un projet qui concerne les Premières Nations, on le fait en co-construction du début du projet, à l'idée même du projet, pour s'assurer que ça répond véritablement aux besoins et aux aspirations des Premières Nations et des Inuits. Donc, comment est-ce qu'on peut co-construire ces projets-là, ce projet-là, en fait? C'est une excellente question, comment on co-construit. Mais je peux peut-être donner l'exemple qu'on a, nous, aux protecteurs du citoyen, parce que le rapport de suivi de la Commission vient, mais j'estime qu'on le co-construit avec notre cercle consultatif. On a des représentants de 7 organisations qui sont significatives là, pour les Premières Nations et les Inuits. Alors, on échange avec eux sur, bien, ça devrait être quoi les priorités, ça devrait être quoi les thèmes abordés, quels sont les experts qu'on devrait rencontrer. Donc, on va chercher toute l'information. Après, au protecteur du citoyen, on fait la cueillette d'informations. On consulte aussi les ministères et les organismes qui sont concernés par le sujet qu'on examine. Par la suite, on revient au cercle consultatif pour avoir un petit peu leur écho, comment ils réagissent à nos propositions, on les écoute, on ajuste notre texte. Et au final, bien, c'est le protecteur du citoyen qui est le seul signataire de son rapport de suivi et qui décide de ce qu'il y a dans le rapport, en tenant compte des commentaires des personnes qui ont été consultées, mais c'est lui qui est le seul signataire. Et ça permet aussi aux représentants des Premières Nations de commenter, de critiquer le rapport de suivi, de se l'approprier aussi. Donc, je trouve que c'est une formule où on crée ensemble, mais dans le respect d'indépendance du protecteur du citoyen, dans le respect de l'autodétermination des Premières Nations et des Inuits aussi. Et merci beaucoup, M. Marc-André Dard, aujourd'hui, d'être venu nous parler de ce processus-là qui est peut-être un peu plus compliqué, mais finalement, ce serait simple si on serait tous ensemble à le faire. C'est très bien dit. C'est exactement l'esprit dans lequel on travaille. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le bulletin des nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Kiji Miigwech, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.